moi, la gestion de crise, non seulement ne me fait pas peur, mais j'aime ça. C'est-à-dire, j'aime être en situation où on doit garantir la pérennité et la survie de son entourage. Je suis Carole Stromboni pour le podcast L'épreuve coronavirus. J'échange avec des dirigeants et des dirigeantes de PME qui font face à la pandémie et à ses répercussions sur leur activité. Dans cet épisode, je suis avec Dominique Carlac, chef d'entreprise de DSC Consultants, une société de conseil en innovation d'environ 50 personnes qui travaille avec plus de la moitié du CAC 40 dans l'industrie manufacturière principalement. Dominique a de nombreuses casquettes et nous allons nous concentrer sur celle de chef d'entreprise qui fait face au coronavirus, à ce Covid-19 et aux conséquences économiques, politiques, humaines, psychologiques. Nous, on se concentrera plutôt sur les conséquences en tant que chef d'entreprise, comment ces équipes continuent à travailler, quelles sont les conséquences financières, qu'est-ce que l'innovation, puisque Dominique est spécialiste de l'innovation depuis plus de 30 ans. Sa société fêtera ses 30 ans l'année prochaine. Dominique a d'autres casquettes que nous n'aborderons pas directement. Elle a été dans l'équipe de France d'athlétisme, dans le 400 mètres. Elle est impliquée dans l'organisation des Jeux Olympiques. Elle est aussi vice-présidente et porte-parole du MEDEF. Autant de responsabilités qui, vous le verrez, sont liées à son désir d'accomplissement. Elle en parlera mieux que moi vers la fin de l'épisode. Et sur une note plus personnelle, Dominique et moi avons fait les mêmes études, Sciences Po puis HEC, à 9 ans d'écart. Nous n'avons pas la même vie, nous n'avons pas la même façon de voir le monde. Et si je puis l'interviewer, c'est grâce à la commission innovation sociale et managériale du MEDEF qui m'a contactée pour mettre en valeur des femmes de son réseau. Parce que les femmes, c'est vrai, ont besoin d'être plus mises en valeur, on les entend moins. Il n'y a qu'à voir la liste de podcasts innombrables qui n'ont quasiment aucune femme ou voient si peu que c'est ridicule. Donc moi, je suis vraiment fière d'avoir cette opportunité de mettre des femmes en valeur, des femmes chefs d'entreprise, puisque c'est le sujet du podcast, des personnes qui œuvrent, qui sont des forces qui vont, pour reprendre cette phrase d'Hernani au pluriel, et dont on parlera d'ailleurs dans le podcast avec Dominique. Il se trouve que les études ne font pas tout, la façon de voir le monde non plus, c'est multifactoriel, voilà. On est le résultat d'énormément de choses, certaines sur lesquelles nous avons prise et d'autres qui nous dépassent. Et moi, je souhaite mettre en valeur, des chefs d'entreprise, hommes ou femmes. Là, il se trouve, je mets un accent un peu plus fort sur les femmes, parce que dans les podcasts business, comme je disais, c'est peu représenté. Et j'espère que cette interview vous inspirera, vous permettra de voir peut-être les choses différemment et vous aidera dans votre entreprise, quelle qu'elle soit. Bonne écoute! Dominique Carlac et le nom de mon entreprise est DSC Consultants. DSC Consultants, donc c'est une entreprise qui existe depuis presque 30 ans. Est-ce que vous pouvez nous la présenter, s'il vous plaît? Alors, nous allons fêter nos 30 ans l'année prochaine, en 2021, et l'entreprise a pour vocation d'accompagner l'innovation pour les entreprises et pour les acteurs institutionnels. Donc, on est spécialisé en stratégie, financement et politique publique de l'innovation et de la recherche. Alors l'innovation, c'est un peu un mot valise aujourd'hui. Il se trouve que j'ai écrit un livre cette année chez Erol sur Innovant en pratique, comment mener et lancer une démarche d'innovation. Donc j'ai dû faire cet effort de définition. Vous, ça fait plus de 30 ans que vous travaillez dans le domaine. Est-ce que ça s'appelait déjà innovation à l'époque ou... Oui, ça s'appelait déjà innovation à l'époque et c'était une définition très schumpeterienne, donc de l'économiste Schumpeter, qui consistait à dire finalement quand un système productif est organisé sur certaines technologies et que de nouvelles technologies apparaissent, il y a un phénomène de destruction créatrice qui fait que les anciennes technologies sont balayées et balayent de ce fait le système productif et l'organisation économique du moment pour se substituer à un nouveau système d'organisation de produits. Alors l'exemple qui est archi connu, c'est on passe de la bougie à l'ampoule, on passe de la diligence à la voiture, et aujourd'hui finalement on passe de l'usine traditionnelle à l'usine 4.0, c'est-à-dire l'usine numérisée qu'on peut programmer pour faire de la production de masse, mais très personnalisée en bout de chaîne, pour pouvoir servir un client qui veut tel ou tel produit plutôt que tel ou tel autre pour le client voisin. Entendu, merci beaucoup. Moi, je mentionne souvent effectivement Schumpeter et la destruction créatrice dans mes échanges en ce moment sur l'innovation, mais c'est un côté un petit peu froid en fait, cette définition, parce qu'il y a des personnes derrière, des business, et là on le voit avec ce deuxième confinement où
ou second, mais probablement deuxième. Vous, qu'est-ce que vous en pensez à l'aune d'aujourd'hui de ce concept schumpeterien avec On est lequel vous êtes familière? on est en plein dedans. On est en plein dedans dans ce concept schumpeterien à l'époque du Covid. Pourquoi? Parce que la façon de travailler est complètement bouleversée, nécessairement pour raisons sanitaires, parce qu'on doit se confiner pour une bonne partie des acteurs économiques qui le peuvent. Et ce confinement oblige à travailler différemment, notamment avec le numérique. Et de ce fait, on est en train de bouleverser une organisation du travail, une organisation du système productif et une organisation du service client. J'avais un exemple. La semaine dernière, j'étais à la direction de la BPCE, qui est une grande banque française, qui me disait qu'en 2 mois, ils avaient organisé la relation client et les transactions avec les clients de manière numérique, comme s'ils l'avaient fait en 4 ans avant la période de pandémie. Donc il y a un phénomène d'accélération du système productif avec le numérique qui est lié justement à un changement profond de paradigme lié par un phénomène externe qui est une pandémie, mais régulièrement dans l'histoire économique, il peut y avoir d'autres phénomènes externes qui peuvent être une guerre, qui peuvent être cette fois-ci une pandémie, qui peut être un bouleversement climatique, qui peut être une technologie qui s'impose, et donc ces bouleversements, par moment, s'accélèrent. Ils sont pas forcément disruptifs, parce qu'on parle toujours d'innovation incrémentale, c'est-à-dire celle qui apporte un petit plus, ou d'innovation de rupture. L'innovation qui s'accélère n'est pas toujours disruptive. Typiquement, le numérique, maintenant, on peut pas considérer que c'est disruptif en 2020, et pourtant, c'est en train d'accélérer pour une raison externe à l'économie, qui est une pandémie. Donc, on accélère la numérisation de l'économie de ce fait. Oui, c'est très juste. Pour moi, l'innovation, elle est surtout contextuelle, c'est-à-dire que dans un domaine, le numérique peut être complètement standardisé, et dans un autre, c'est très innovant parce qu'on l'a jamais mis en place. Et je vous rejoins sur le côté accélérateur de changement. Effectivement, on a des entreprises qui voient des accélérations assez incroyables, Tout et à d'autres, fait. malheureusement, qui sont restés dans leur routine et qui ont du mal à prendre le train, pour des raisons parfois aussi qui sont un peu extérieures à leur volonté, hein. Il y a aussi des sujets de trésorerie très importants aujourd'hui pour faire face à cette crise et innover. Donc, ce sont des sujets importants. Justement, pour revenir à cette crise, est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les problèmes auxquels vous faites face, vous, en tant que chef d'entreprise, avec ce coronavirus, Alors, le il y a Covid et la politique publique associée? 3 problèmes principaux que nous rencontrons, nous, en tant que PME. D'abord, il y a une dynamique économique qui s'arrête, ou en tout cas qui est chaotique, c'est-à-dire qui balbutie. Quand on est dans une entreprise qui est en croissance, ce qui est notre cas, le brutal arrêt de l'économie pour une raison externe, là en l'occurrence une raison sanitaire, fait que la dynamique économique dans laquelle on était inscrit, la trajectoire dans laquelle on était positionné, eh bien change. C'est-à-dire que si vous étiez dans une trajectoire ascendante, elle peut devenir descendante ou stationnaire. Donc il y a vraiment cette dynamique économique qui est très perturbée, la dynamique de croissance. La deuxième chose qui est le deuxième problème qui arrive et qui est lié au premier, c'est le social, c'est-à-dire que le social, c'est-à-dire les collaborateurs, deviennent une priorité absolue. C'est-à-dire que si les chiffres stagnent ou s'écroulent, eh bien, il faut permettre aux collaborateurs de garder la confiance, et de ce fait, il y a un vrai effort de renforcement du management qui apparaît là où finalement, en pleine croissance, les équipes sont moins inquiètes du finalement trop de travail ou de la croissance que de la décroissance. Donc là, il y a vraiment besoin d'être aux côtés des équipes pour les rassurer sur la pérennité de l'entreprise. Et ce qui m'amène au troisième problème à gérer en tant que chef d'entreprise, c'est l'aspect psychologique. C'est la confiance, c'est le doute et l'incertitude qui ne doit pas s'installer, en tout cas pas dans la tête du chef d'entreprise. Et si le chef d'entreprise est touché, toute l'entreprise est touchée. Donc de ce fait, le chef d'entreprise doit donner la confiance à la fois au marché et aux clients, mais le client, lui, il a peut-être aussi, lui, la crise à gérer. Donc à minima, en interne, il faut gérer cette confiance dans l'avenir, dans la pérennité, dans l'au-delà de l'immédiat. Et donc ça, c'est vraiment je dirais, les qualités d'un sportif. J'ai été sportif de haut niveau. Et le fait de se dire, je perds une course, mais je ne perds pas la bataille, je perds une course, mais je ne perds pas la saison, je perds une course, mais je suis encore en préparation pour les championnats d'Europe qui auront
auront lieu l'année prochaine ou les championnats du monde qui auront lieu l'année d'après font que on a une résilience naturelle et que l'on transmet cette résilience naturelle à ses collaborateurs. Et c'est ce qui fait que de ce fait, on résout le premier problème qui est le problème économique, c'est que les collaborateurs restant confiants, restent finalement très dynamiques pour ne pas totalement se mettre dans une pente descendante du point de vue économique. Justement, sur cette question des collaborateurs et de vous, de donner finalement de l'énergie et de la confiance à vos équipes, comment vous faites concrètement? Est-ce que vous avez des exemples à partager avec nous? Alors deux choses. D'abord la communication fréquente et plus fréquente que d'habitude. C'est-à-dire qu'en période de crise, on ne doit pas laisser le doute et l'incertitude s'installer parce que ça signifie la gamberge. Si on ne parle pas à ses collaborateurs de manière fréquente, le doute s'installe, l'inquiétude s'installe. Donc il faut parler, de manière fréquente, de manière transparente. C'est-à-dire que il faut dire les choses. Il faut dire là en ce moment, l'activité baisse, l'activité stagne, l'activité remonte. Il faut vraiment parler en transparence pour que on soit dans une logique vraiment de confiance réciproque. Donc, on nous a parlé, on a dit quelle était la situation et de ce fait, on sait quelle posture adopter nous aussi en tant que collaborateurs parce qu'on a l'information qui nous permet de nous dire voilà où on en est et voilà quelle peut être mon utilité dans la situation. Et c'est cette communication qui renvoie à l'utilité de chacun qui fait qu'on s'en sort mieux. Et quand vous dites communiquer, moi je pense à Christine Bertrand que j'ai interviewée en début de saison 2 en septembre. Elle disait qu'elle avait même dû faire un moment une vidéo pour ses équipes pour leur dire de pas trop travailler parce qu'elles étaient tellement impliquées que Oui. elle avait dû intervenir, elle avait communiqué vers voix vidéo. Vous faites comment Alors nous, l'entreprise s'appelle DSC Consultant, donc on fait plein de jeux de mots autour de DSC. Donc on a inventé la DSC communauté, la DNC communauté, et donc là on fait une à deux, mais plutôt deux que une séance de communication globale avec toutes les équipes, avec le chat, une fois par semaine, à minima, 2 fois par semaine, pour faire un état des lieux, sur la situation économique, et puis ensuite on prend à chaque fois un thème différent, qui peut être l'organisation du travail, la réalisation d'un projet par une équipe, une réalisation d'un projet par un client, une initiative de cohésion à distance. Donc on prend, en gros, on donne un état des lieux de situation, un point de situation de l'entreprise, systématiquement, et puis ensuite on choisit un thème d'intérêt pour les équipes, et du coup, on maintient cette cohésion à distance. Donc c'est plus de l'animation, je dirais, à distance, pour pouvoir maintenir justement cette cohésion dans des circonstances qui font que la communauté n'est plus réunie physiquement sur le même lieu de travail. De ce fait, il faut qu'on fasse vivre la communauté en distanciel. Vous aviez déjà cet enjeu avant, j'imagine, parce qu'en Oui. pilotant une société de consultants, Ouais, on vous avait êtes déjà cet souvent chez enjeu, vous. donc on a une office manager qui est chargée du happiness management et qui est chargée de nous faire régulièrement des petites animations, des team building. On va pas non plus être en team building toutes les semaines. Néanmoins, il y a quand même des petites animations qui sont saisonnières. Donc on fête les crêpes, on fête Halloween, on fête plein de choses. Et donc ça, on continue, mais avec une fréquence plus élevée parce que les gens ont besoin effectivement de lever le nez de leur clavier et de leur écran quand ils sont chez eux. Et donc il faut mieux articuler et plus que jamais articuler vie pro, vie perso, parce que ça s'épouse tellement quand on est en télétravail que de temps en temps, il faut rappeler que certes on travaille dans son écran et avec son clavier, mais qu'on a des moments de décompression, de DNC décompression, qui nous permettent justement, et ça c'est le rôle du chef d'entreprise, justement de faire la part des choses entre ce qui relève de faire sa mission devant son écran à la maison, et puis de temps en temps de fermer l'écran et puis de se dire on se retrouve demain. Ouais, tout à fait. Et vous êtes plutôt Zoom, Teams? Quel est l'outil que vous utilisez? On utilise tous les outils qui sont à notre disposition. D'abord, on se cale sur les outils de nos clients. Donc, si nos clients nous disent on se fait un Zoom, on fait un Zoom. Si les clients disent on se fait un Teams, on fait un Teams. Si nous, on organise quelque chose, on fait un Meet Google, on fait un Meet Google. Je crois qu'on a utilisé à peu près tous les outils qui existent jusqu'au vôtre, qui est un nouvel outil que je ne connaissais pas. Mais voilà, on a réussi à se connecter quand même. Oui, nous on est sur Zencastr, qui est un outil spécial podcast où on n'a pas d'image. Et c'est lequel votre préféré? Je ne saurais pas vous dire. Je ne saurais pas vous Ok. dire parce qu'ils fonctionnent tous. Dès lors qu'on a l'image, qu'on peut passer en mute, qu'on peut mettre la caméra ou l'enlever et qu'on peut avoir un chat, tout nous va.
Entendu. Et si on dézoome un peu, moi j'aime bien quand j'ai la chance d'interviewer des personnes comme vous qui ont une historique important, c'est de vous poser la question sur la crise de 2008, comment elle vous a impacté, combien de temps vous avez mis à vous en remettre et quelle est la différence avec celle que vous vivez aujourd'hui. Si vous pouvez nous partager aussi des chiffres, que ce soit financiers ou humains, voilà, Tout à pour un fait. peu concrétiser cet impact. Alors nous, on fait partie des chanceux de 2008, puisque nous n'avons pas été du tout touchés par la crise de 2008, qui était une crise financière. Nous travaillons énormément avec l'industrie, hein. On sert la moitié du CAC 40 et essentiellement les entreprises industrielles. 90% de notre activité est liée à l'industrie manufacturière. Et donc, du coup, nous, on a été très, très peu touchés par finalement cette bulle financière qui a explosé en 2008. Et comme nous sommes sur de la politique industrielle et de la politique économique et de l'accompagnement de l'industrie, en fait, on a eu plutôt plus de travail que d'habitude parce que comme il y avait une crise économique à gérer, les entreprises et les acteurs industriels sont venus nous voir pour les aider à bâtir des stratégies offensives de remontée de la pente. Et donc, que ce soit pour les acteurs industriels, les ministères de l'industrie divers et variés, les agences nationales diverses et variées qui réfléchissaient de manière prospective à rebâtir des politiques économiques et des politiques industrielles, ou que ce soit les entreprises et les firmes qui avaient un peu dévissé et qui recherchaient finalement des relais de croissance, on a eu plutôt plus de travail parce qu'on accompagnait ces relais de croissance. Donc nous n'avons pas été impactés et c'est même à partir de là que nous avons eu une croissance. On est passé d'une petite entreprise où on était à peine une quinzaine de consultants à 30 et puis aujourd'hui on est une petite cinquantaine. Donc je dirais que la première crise de 2008, nous, on n'a pas du tout été impacté parce qu'on a accompagné la remontée de la pente, que ce soit pour les acteurs politiques ou que ce soit pour les acteurs industriels. Et au total, moi, quand je regarde, aujourd'hui, on a réalisé plus de 2000 missions depuis la création de l'entreprise. On a accompagné le financement des entreprises à hauteur depuis une petite dizaine d'années d'1 milliard de fonds levés au titre de leur stratégie d'innovation. Donc, on a plutôt été en grosse stratégie de croissance depuis une dizaine d'années. De notre côté, la vraie interrogation, c'est aujourd'hui. Parce que la crise d'aujourd'hui n'est pas une crise endogène à l'économie, c'est une crise exogène à l'économie, c'est une crise sanitaire où le politique, en son âme et conscience, décide qu'il faut arrêter toute ou partie de l'économie. Et de ce fait, on n'est plus du tout dans la même logique que 2008. 2008, il fallait régler un problème économique par une solution économique. Là, on doit régler un problème sanitaire. On arrête de ce fait l'économie pour partie, et donc du coup il va falloir faire redémarrer l'économie, mais qui n'a pas touché qu'une seule bulle financière, qui a touché toute l'économie. Donc c'est là où on est plus interrogatif sur finalement la vitesse de remontée de la pente que l'on va devoir assumer. Et pour cette crise-ci, votre chiffre d'affaires, lui, a été impacté, Cette contrairement à fois-ci, 2008, oui, contrairement à 2008, négativement? cette fois Ouais. aussi, oui. Donc on a fait, nous, alors, on a été d'abord dans l'espoir d'être dans la crise en V, c'est-à-dire qu'on dévisse très rapidement. On donne un coup de talon au fond de la piscine et puis on remonte rapidement, à l'image de la lettre V. Donc on a dévissé à hauteur de moins 30%, très très rapidement. Et puis aujourd'hui, on est plutôt dans le sigle Nike, c'est-à-dire qu'on a dévissé rapidement, on remonte doucement, comme le sigle qu'il y a sur les vêtements ou les chaussures Nike. Ce que j'espère, c'est que ça va pas se transformer en lettre W, c'est-à-dire ça a dévissé, c'est remonté doucement et ça va redévisser et ça remontera doucement. Et tout ça est une affaire de cycle. Donc aujourd'hui, j'estime que nous, on va être impacté à hauteur, je dirais, d'une quinzaine de pourcents de notre chiffre d'affaires. Oui, ça va, ça reste raisonnable par Voilà, ça, rapport à on a d'autres. diminué par 2 le risque, c'est-à-dire qu'on est parti on dévisse de moins 30%. Je pense qu'on va faire un atterrissage 2020 à moins 15% et on s'estimera heureux. Oui, puisqu'on parle lettres, il y a aussi cette idée de reprise en cas, où le cas qui est ascendant, c'est celui des entreprises qui aujourd'hui prospèrent dans cette crise, notamment les entreprises digitales, et celles qui sont sur la phase descendante du cas, qui au contraire ont du mal enfin voilà, sont plutôt en crise qu'autre chose. Tout à fait. Donc ouais, ça c'est assez intéressant. Est-ce que du coup, vous avez
Vous avez mentionné les aides de l'État. Qu'est-ce que vous avez activé, vous, pour faire face à cette crise depuis le début Alors de... 2 choses. Nous sommes sur un plateau, alors nous avons déménagé il y a 2 ans, nous sommes sur un très grand plateau de à peu près 1000 mètres carrés. Et donc du coup, on a demandé à notre bailleur, celui qui détient nos locaux, qui est une banque, d'étaler le paiement de nos loyers par prudence, ce qu'ils ont immédiatement accepté. C'était, nous, on est une PME, notre bailleur est une grande banque française, et ils ont immédiatement compris que oui, c'était plus simple pour préserver la trésorerie de leur locataire qui était une PME d'étaler. Donc nous avons obtenu l'étalement de nos loyers, ce qui nous va très bien. Et la deuxième chose, c'est de manière prudentielle, nous avons demandé un PGE pour se dire que, en fait, on n'a pas peur du lendemain et des fins de mois. On avait de la trésorerie, on a activé la demande de PGE, on l'a obtenue, ce qui nous a permis de se dire on a vraiment une belle trésorerie et donc on peut continuer à avoir confiance en l'avenir et donc on peut continuer à embaucher parce que comme on était en croissance, on avait des postes qui étaient ouverts et on n'a pas souhaité interrompre la dynamique de recrutement pour pouvoir avoir de la compétence parce qu'on ne veut pas sortir de la crise sans compétence. Donc on est obligé de préparer l'avenir et de se dire on embauche, on est contre-cyclique et comme on a finalement un PGE prudentiel, on se dit qu'on ne tape pas dans notre trésorerie, qu'on ne prend pas trop de risques parce qu'on a une sécurité qui est garantie. Voilà ce que l'on a fait pour pouvoir maintenir finalement notre confiance en l'avenir. Est-ce que vous envisagez de faire d'autres choses? Et aussi, je voulais vous demander par rapport à votre lieu physique, vu que là, on a été confiné, puis reconfiné. Qu'est-ce que vous... Il n'y a plus personne, j'imagine, dans vos bureaux? Très peu de personnes, puisque l'injonction du gouvernement, c'est tout ce qui peut être télétravaillé doit être télétravaillé. Donc, dans la mesure du possible, on a besoin quand même d'un minimum de lien social. Donc, le CODIR, qui est une toute petite équipe, se réunit une fois par semaine. Mais après, c'est respect des demandes de confinement et puis télétravail, donc tout ce qui peut être télétravaillé. Oui, parce qu'on voit beaucoup d'entreprises qui finalement souhaitent que leurs salariés reviennent dans l'entreprise, puisque Alors, là, le nous, télétravail est plutôt conseillé. Vous avez voilà. pris la Nous, en fait, nous, position. on ne le souhaite pas. En revanche, si des collaborateurs souffrent d'isolement, ont besoin de travailler un minimum avec leurs collègues et de retrouver du lien social qu'offre finalement l'entreprise, on l'autorise. Mais on l'autorise de manière limitée et avec un protocole sanitaire renforcé. Donc c'est vraiment très limité, très encadré. Et la première recommandation, c'est qu'on recommande le confinement. Entendu. Effectivement, moi je suis aussi intervenue sur le télétravail. J'ai l'impression que c'est aussi un catalyseur finalement de culture d'entreprise, où les entreprises sont comme la vôtre déjà dans une culture de la confiance. C'est ça, c'est-à-dire que le premier confinement nous l'a enseigné. Il y a des gens pour qui ça s'est très bien passé, il y a des gens pour qui ça s'est très mal passé. Ça, c'est, je dirais, de manière globale, c'est un commentaire global, et c'est pareil dans mon entreprise. Dans mon entreprise, le premier confinement, pour certains, s'est très bien passé. Typiquement pour moi, je n'ai pas souffert du confinement dans le premier confinement. En revanche, pour certains collaborateurs, ça a été très très dur. Très très dur pour des raisons d'isolement, pour des raisons de promiscuité, pour des raisons de plusieurs télétravailleurs à la maison. Donc c'était vraiment compliqué cette promiscuité et puis ce manque de lien social, d'interaction, de cohésion. Et donc du coup, on a tiré les enseignements de tout ça, que ce soit collectivement ou à l'échelle de notre entreprise. Donc on respecte le confinement, mais tout ce qui est télétravaillable est télétravaillé. En revanche, ce qui n'est pas télétravaillable, c'est un tout petit morceau de certaines interactions. Eh bien, on dit vous êtes autorisé, mais par contre, c'est pas la foire d'empoigne. C'est limitatif, c'est surveillé, c'est sécurisé, et en gros, tant qu'on n'aura pas d'autres directives du gouvernement, c'est le confinement qui est de règle. Et vous qui avez été sportif de haut niveau dans l'équipe de France d'athlétisme, ça vous a pas manqué de faire du sport? On avait d'abord une Mais- certaine autorisation de sortir, je crois de mémoire, 1 heure par jour. Je n'utilisais pas forcément cette faculté de sortir 1 heure par jour parce qu'encore une fois, moi, je ne souffrais pas du confinement. Néanmoins, une fois de temps en temps, je sortais 1 heure marcher, quoi. Voilà, pour histoire de prendre l'air et de me reconnecter. Mais moi, je ne souffrais pas, donc du coup, ça a été plutôt du renforcement et du gainage, du renforcement musculaire à la maison. Vous faites plus de course? Non, la course, je fais plus. Moi, mon sport, c'est aujourd'hui la marche.
et je marche énormément. Je marche normalement en vitesse de croisière 50 à 60 km par semaine. Donc, en ce moment, c'est un peu plus limité parce que on n'a pas trop le droit de sortir. Donc du coup, voilà, j'ai la chance de pouvoir venir à pied au travail quand je peux. Donc du coup, c'est la marche, mon sport Ouais, aujourd'hui. c'est un excellent sport, la C'est un marche. excellent. Et puis j'ai 52 ans et donc du coup, on ne court plus comme on courait quand on en avait 20. Voilà. Oui, c'est vrai. Et justement, j'aimerais qu'on passe à cette partie du podcast où on parle un peu de vous. J'essaie de voir un peu la personne derrière la fonction que vous nous avez exposée. Et j'ai l'impression que vous êtes, que votre entreprise, voilà, traverse plutôt sereinement cette crise. Vous, j'ai trois questions. La première, c'est, vous connaissez votre MBTI? Je sais pas ce que c'est que le MBTI. Ah, c'est un test de personnalité, c'est Myers-Briggs, qui est Ah souvent, oui, voilà. mon fils me l'a fait faire. Et alors, rappelez-moi je vais m'en souvenir si vous me rappelez un petit peu les différentes catégories. Bien sûr, il y a 4 axes. Le premier, c'est extraverti, introverti. Je suis extraverti. Donc, extraversion, introversion, donc vous êtes extraverti. Ensuite, c'est un peu difficile de le faire par soi-même, mais vous avez tout ce qui est dans le recueil d'informations. Est-ce que vous êtes plutôt dans la sensation ou dans l'intuition? Ah, je me souviens plus. Je crois que je suis Prise dans de le. décision. Je suis. Alors, c'est le prise de décision, c'est quoi? C'est dans la pensée ou dans le sentiment? C'est, Je suis. je- À la réflexion, ça a évolué, mais aujourd'hui, je suis plus dans la pensée que dans le sentiment. ouais, il faut être assez détaché, hein, je pense, pour être chef d'entreprise Ouais, comme vous. ouais, 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 Donc, souvent, les gens sont dans la pensée, ouais, tout à sinon on met fait. trop d'affect. Et dans le mode d'action, c'est jugement ou perception. Je crois que je suis perception. Ok. Et vous avez fait ce test que votre fils vous a conseillé. Est-ce que vous en avez rien retenu de particulier ou quand même quelque chose? J'en ai retenu que c'était assez fidèle à ma personnalité, qui était à la fois extraverti mais réfléchi. Donc le côté extraverti exubérant, mais qui s'appuie sur un fondement extrêmement réfléchi, qui pense, c'est ce que disait Rimbaud, hein, ça pense en moi, et ça pense tout le temps en moi, Mhm. quoi. C'est-à-dire que j'ai à la fois cette espèce de synchronisation permanente entre le côté extraverti et le côté qui pense, quoi. Et quand vous dites qu'il pense, c'est plutôt votre goût pour la stratégie qui est reflété par ça ou Probablement, plutôt qu'il pense ouais. probablement le goût à la fois pour la stratégie. Vous vous souvenez de la matrice de Porter, hein, les 5 forces, Oui. voilà. Et puis le côté innovation, c'est-à-dire que c'est le côté on fait des ponts intuitivement entre des choses qui normalement ne vont pas ensemble. C'est l'inverse du conservatisme en fait. Je suis pas quelqu'un de très conservateur et de très traditionnel. Je suis plutôt quelqu'un de plutôt mutant. Et dans ce fait, je fais des ponts entre des choses un peu probablement comme ouais, les innovateurs, les créatifs, les artistes, des choses qui ne vont pas naturellement ensemble. Alors je suis ENFJ. Jugement. Ouais. Ok. Voilà, c'est mon fils qui vient de me répondre. Bon, ça va, il est rapide. Ah oui, il est comme sa mère. Et du coup, vous dites ce côté un peu faire des ponts. Est-ce que vous avez un exemple, que ce soit personnel ou professionnel, d'un moment où vous avez fait des ponts, vous avez Bah, j'ai créé un quelque exemple qui est chose? ma carrière, c'est-à-dire que Oui. je suis consultante en stratégie d'innovation et en stratégie de recherche, et je suis de formation littéraire, et mon premier diplôme est un diplôme de philosophie. Donc, faire le grand écart entre je suis diplômé de philosophie, j'ai un bac littéraire et je conseille des grandes entreprises du monde du médicament sur leur stratégie de bioproduction, c'est quand même quelque chose qui n'est pas immédiat et qui n'est pas naturel. Donc, cette capacité de grand écart revient à une chose, c'est la capacité à modéliser et à voir les liens de causalité qu'il y a entre les choses. Et du coup, ben, c'est pas être dans l'expertise absolue de la molécule, par exemple. Je suis l'inverse d'une expert. Je suis plutôt quelqu'un de généraliste qui fait les ponts et qui voit de manière prospective les ponts que l'on peut faire. Et donc, du coup, quand on organise, par exemple, une stratégie de bioproduction en France, eh bien, plutôt que de me focaliser sur le gain de productivité qu'on va faire sur la fabrication de la biomolécule, je vais plutôt réagir en disant mais en fait quel est le besoin du client final, quel est le besoin du distributeur, quel est le besoin du système hospitalier et de la prise en charge patient pour en déduire quel est le meilleur système de bioproduction.
et qui ne va pas raisonner uniquement sur la productivité de la fabrication de la biomolécule. Je sais pas, c'est un peu complexe ce que je viens d'expliquer. Pour autant, c'est une capacité à embrasser les différentes parties prenantes d'un système, donc être un peu plus systémique que complètement focalisé sur un domaine d'expertise. Oui, c'est très clair. Après, l'innovation, c'est aussi une résolution de problèmes. Donc, quand vous parlez besoin, j'imagine que vous allez aussi voir les problèmes difficiles, douloureux et urgents qui doivent être résolus par une solution. Et donc, c'est vrai qu'il faut prendre les choses dans le bon ordre. Est-ce que vous utilisez la stratégie Océan Bleu comme outil de conceptualisation? Alors oui, mais sans faire peur au client. Donc la stratégie d'Océan D'accord. Bleu, le client ne la connaît pas toujours, donc on n'est même pas obligé de Mm. lui en parler pour la pratiquer. C'est-à-dire qu'en Oui. gros, on va aller regarder et fureter en dehors de son domaine d'application naturelle, de son domaine de clientèle naturelle. Et bien souvent, ça va se traduire chez nous par ce qu'on appelle des benchmarks. On va aller regarder ce que font d'autres acteurs dans d'autres domaines. Je prends un exemple. Nous travaillons beaucoup pour l'industrie pharmaceutique. L'industrie pharmaceutique aujourd'hui est en pleine mutation. Elle est dans plusieurs mutations, des mutations d'ordre réglementaire qui s'appliquent à elle, mais qui induisent dans son système productif le fait qu'on va changer l'organisation de la production, on va intégrer davantage de considérations de développement durable. Et donc, l'industrie pharmaceutique qui ne découvre pas le problème et qui doit le mettre en œuvre, eh bien, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder comment fait l'industrie chimique, qui, elle, a dû traiter le problème précédemment. Et donc, on va regarder historiquement comment d'autres secteurs industriels ont muté. Donc, en fait, on ne va pas toujours réinventer la poudre en prenant une longue vue et en se disant de manière prospective comment peut-on faire. On peut aussi regarder avec un rétroviseur en se disant mais finalement comment d'autres ont fait. Et c'est ça l'innovation, c'est de se dire ça n'est pas toujours d'inventer la poudre de perlimpinpin, c'est d'aller voir comment ça se passe ailleurs et d'en tirer des leçons, des bonnes pratiques, des conséquences pour se dire ben, nous aussi on pourrait introduire telle et telle mutation qui s'est opérée dans un autre système que le nôtre. Oui, tout à fait, c'est ce que je développe dans mon livre quand je parle d'innovation de transposition. Voilà. C'est effectivement ce que vous dites, c'est transposer d'un domaine à l'autre des solutions qui peuvent être innovantes. Moi, je me souviens avoir vu chez Sanofi, au laboratoire de Sanofi, il y a quelques années, une imprimante 3D qui imprimait les médicaments personnalisés. Tout à fait. Et il était question à l'époque de, voilà, je peux peut-être généraliser ça dans les pharmacies. Donc, c'était très prospectif. Moi, j'adore les choses un peu, Oui. voilà, très innovantes. J'imagine que c'est toujours quelque chose de possible, même si c'est un peu anecdotique, mais en tout cas, moi, j'avais trouvé ça hyper intéressant, ce côté personnalisation, qui est une tendance qu'on voit partout dans la mode, par exemple, mais qui arrive aussi dans le côté médical. Enfin, bref, on va pas rentrer trop dans les détails. Par rapport à ma deuxième question, c'était l'énéagramme. Est-ce que vous connaissez votre énéagramme? C'est un test de personnalité. Je ne connais pas du Vous, tout. vous avez, Je ne l'ai jamais vous avez passé pas. ce Alors, ça, test. je pense que si votre fils vous a conseillé l'autre, celui-là peut être vraiment très intéressant. Il y a des tests gratuits sur Internet. On a 9 types de fonctionnement, en fait. Moi, par exemple, je suis visionnaire enthousiaste, c'est le type 7. D'accord. Le test, comment vous l'appelez? Énéagramme. E-2-N-E-A et gramme comme gramme. D'accord. Voilà. Et donc, moi, je l'ai fait sur Internet et j'ai aussi fait avec une coach spécialisée qui m'a fait un débrief et ça correspondait. Donc, les tests sont assez fiables et c'est très intéressant et notamment pour se comprendre soi-même, évidemment, être plus lié à qui on est, comment on réagit pour mieux passer des épreuves et mieux communiquer aussi. Bien sûr. Et quand on connaît celui des autres, c'est que, comme tous les tests, vous le savez bien mieux que moi, ça aide aussi à bien manager et à être une bonne, alors moi, bonne collègue. je verse moins dans ces tests comportementalistes. Je trouve ça intéressant. Hein. Par le passé, j'avais passé un test qui révélait les moteurs d'action de chacun. Et donc, il y avait 3 moteurs d'action possibles. Il y avait le moteur d'action Powership, qui est, je suis muet par le pouvoir, le moteur relationship, je me mets en mouvement parce qu'il y a de la relation sociale et de l'interaction sociale, et puis le moteur accomplishment qui est je me lève le matin avec l'envie de faire et de faire aboutir des choses. Et moi j'étais massivement dans un type de typologie de comportement qui était accomplishment, faire des choses, faire des projets. Et c'est grosso modo le moteur de pratiquement tous les sportifs de haut niveau.
accomplishment, faire des choses. Et donc c'est assez rigolo parce qu'aujourd'hui j'ai des titres nombreux et variés qui pourraient se dire elle est plutôt powership. En réalité, je suis profondément accomplishment, faire des choses, être dans des causes et les faire aboutir. Ouais, je me retrouve dans ça, ça va être intéressant de faire ce test. Moi, j'aime bien parce que ça aide à avoir un peu nos axes d'amélioration pour être des personnes plus Tout à fait. équilibrées, Mais après, voilà, intégrées et que pour moi, finalement. alors c'est vrai que bon, je trouve que ce sont de bons outils qui permettent de corriger justement sa pratique managériale, sa pratique professionnelle. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai fait des études de philosophie et le connais-toi toi-même, le cogito, je pense donc je suis, et le questionnement sur l'existence, l'essence, le sens. J'ai vraiment beaucoup travaillé de manière théorique et du coup j'en tire depuis plus de 30 ans, hein, près de 40 ans, des enseignements pratiques dans ma partie professionnelle, dans ma pratique managériale. Donc les sciences comportementales sont un complément, mais avant tout, la vraie réflexion, c'est ce que disait Hegel, hein, penser la vie, voilà la tâche, viennent plus de cette école philosophique que des sciences comportementalistes. Ah, très intéressant. Je connaissais pas cette citation d'Hegel. Ah ben voilà, moi c'est ma citation de tous les matins. Il y a des gens qui prient tous les matins. Moi, c'est penser la vie, voilà la tâche. Et c'est pour ça que je vous disais, je fais le pont instinctivement entre l'exubérance, l'exaltation, et en même temps toujours à donner du sens à ce que j'observe ou à ce que je fais. Ouais, j'entends bien. Et très intéressant. Mais je vais passer quand même à la troisième Oui. question. Bon, ça, c'est un peu plus enfin, vous êtes peut-être pas très porté sur l'astrologie, mais quel est votre signe astrologique et votre ascendance, s'il vous Alors plaît? moi, je suis Balance et je suis de l'ascendant et Lion. Ok. Et qu'est-ce on dit de vous par rapport à ça? Est-ce que c'est quelque chose que... Balance, si j'ai bien compris, et en tout cas le pictogramme qui l'illustre, c'est plutôt un tempérament équilibré qui peut basculer dans l'hésitation. Parce qu'à force de vouloir trop l'équilibre, on ne sait pas sur quel pied danser. Donc du coup, ça peut basculer dans l'hésitation. Mais il y a quand même une certaine forme d'équilibre personnel et de recherche de l'équilibre dans tout. Donc de pondération aussi. Et ascendant Lion, c'est la pugnacité. C'est pas forcément l'agressivité parce que c'est un ascendant, donc c'est plutôt la pugnacité. C'est vraiment la ténacité et la pugnacité et l'instinct de survie dans la savane. Vous reconnaissez dans ces descriptions? Je me reconnais vraiment bien dans ce que je projette de ces signes, hein, c'est-à-dire à la fois un équilibre, mais un instinct de survie extrêmement chevillé au corps, qui se matérialise en ce moment dans la crise Covid par moi la gestion de crise. Non seulement ne me fait pas peur, mais j'aime ça. C'est-à-dire j'aime être en situation où on doit garantir la pérennité et la survie de son entourage. Il faut vivre ou survivre, mais il faut vivre. C'est vrai que moi, je pose souvent la question du ressort, en fait, des chefs d'entreprise qui sont pour certains et certaines confrontés vraiment à des grandes difficultés et certaines me disent, bah, j'ai pas le choix, il faut continuer, j'ai des gens qui dépendent de moi. Vous, c'est un Ben, peu plus le défi qui... alors c'est pas le Enfin, il y défi. a ça aussi, C'est pas le mais défi. non, C'est une, je pense, une capacité naturelle. Alors, je reviens de la philo. Hein, c'est ce que Nietzsche décrivait ouais. à travers l'élan vital. C'est-à-dire qu'on est porté par un élan vital. Alors, après, voilà, il faut savoir le gérer. Il faut savoir à bonne dose. Mais je pense qu'on est porté par un instinct vital, un élan vital qui fait que, certes, ça peut être très compliqué, mais la pulsion de vie l'emporte. C'est Eros Thanatos. Moi, j'aime bien cette phrase dans Hernani, je suis une force qui va. C'est une de Exactement, celles dont je me souviens. exactement, Qui fait écho justement à celle de l'élan vital. tout à fait. Euh, Bah, c'était très intéressant. Je vais passer aux deux dernières questions du podcast. L'avant-dernière, c'est est-ce que vous avez l'impression de vivre une épreuve? Vous qui avez été sportive en plus de haut niveau, je ne sais pas si ça a fait écho, mais... Ouais, alors, est-ce que la crise est une épreuve? Si on part dans la mesure au sens des indicateurs, bien sûr c'est une épreuve, puisque on est actuellement dans des indicateurs économiques qui sont en train de vaciller. Donc, bien sûr, c'est une épreuve parce qu'il va falloir remonter la pente de ces indicateurs économiques qui sont en train de se dégrader. En revanche, est-ce que ça n'est pas aussi le sens de la vie, cette
pérennité des organisations, cette pérennité des entreprises, cette volonté de vivre ou de survivre plutôt que de se laisser aller. Donc bien sûr que le poids écrasant des indicateurs négatifs et des indicateurs qui se dégradent peut nous abattre. Mais quelque part, je crois que quand on est créateur d'entreprise, quand on est développeur d'entreprise, quelque part, on affronte l'adversité comme on affronte le succès. C'est-à-dire qu'on arrive à équilibrer autant les chances de succès que les peurs de l'échec. Et donc du coup, en ce moment, oui, la peur de l'échec, la peur de dévisser socialement, économiquement, psychologiquement est très présente. Néanmoins, quelque part, notre ADN de chef d'entreprise est fondamental. Quand on a créé cette entreprise, on n'avait pas forcément beaucoup de sous, on n'avait pas forcément beaucoup de clients, on n'avait pas forcément beaucoup de collaborateurs, et pourtant on l'a fait. Donc on a relevé ce défi. Donc aujourd'hui, c'est un peu la même chose. On va perdre des forces, on va perdre des plumes, mais pourtant ça renvoie à notre ADN de départ de se dire je suis là pour pérenniser dans le temps une création de valeur. Est-ce que vous avez une image un peu ou une image mentale qui correspondrait un peu à ce que vous venez de dire Le phénix. Un chef d'entreprise. Le phénix. Le phénix, il renaît de ses cendres. D'accord, c'est ce que vous... C'est l'image que j'ai, c'est-à-dire qu'on va probablement se brûler, on va probablement se brûler les ailes, peut-être se brûler beaucoup même par moments la cervelle parce qu'on va perdre le moral, mais on va renaître de nos cendres. Donc c'est le phénix. Okay. C'est vraiment la destruction créatrice qui revient sous une autre forme. Tout à fait. Et ma dernière question, vous l'avez un peu élaborée par touche, mais en synthèse, est-ce que vous avez eu l'impression d'innover? Est-ce que vous avez l'impression que vous allez continuer à innover si ça a été le cas, vous en tant que chef d'entreprise? On a innové dans le management, c'est-à-dire que ça a été une occasion d'innovation managériale en mode stress test, pas du tout en mode volontariste, projet d'entreprise. Ça a été en mode stress test, c'est-à-dire que nécessairement, nous avons dû innover ce plan managérial. Mais c'est une bonne chose. C'est-à-dire que nous avons appris que la communication interne est un outil et une arme hyper porteuse pour pouvoir s'inscrire dans la durée, s'inscrire dans la confiance. Et la transparence est également une arme extrêmement redoutable, mais positivement, pour garder de la cohésion, pour garder de la fidélité. Et donc oui, on a innové managérialement parlant, on a innové aussi avec nos clients, parce que avec eux, on a aussi renforcé l'outillage numérique, on a renforcé la collaboration, la co-construction. Et donc oui, on aura appris, et je pense que quand on reviendra dans ce qu'on appelle la vie conventionnelle, la vraie vie, en tout cas pas la vie pendant la pandémie, on gardera ces acquis d'innovation managériale et d'innovation collaborative avec nos clients. C'était Carole Stromboni pour l'épreuve Coronavirus. Musique originale par Grégory Kahn. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou des étoiles. À bientôt!